bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais qu'on puisse démarrer et avoir un petit échange ensemble au moment de la gestion de cette crise autour de la dermatose, crise dans laquelle il se dit beaucoup de choses, où il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de on-dit, beaucoup de choses un peu contradictoires. Et donc, on voulait vous donner à toutes et à tous le maximum d'éléments pour analyser et comprendre la situation. Et donc, merci aux intervenants que l'on a sollicités, en l'occurrence Eric Cardinal, qui est directeur scientifique de la santé et du bien-être animal à l'ANSES, qui démarra la présentation. Pascal Guillaume du CGAER. Tous les deux reviendront sur le fonctionnement de la maladie et les méthodes de lutte pour éradiquer la maladie. Marie-Christine Logal, directrice générale adjointe de la DGL et chef des services vétérinaires officiels du ministère de l'Agriculture, reviendra, elle, sur la façon dont cette crise est gérée avec les contraintes par rapport aux pays étrangers, la façon dont elle est gérée à l'étranger, etc. Et puis enfin, on aura une intervention de la ministre, de Madame la ministre, vers 17h30. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite, Monsieur Cardinal. La parole est à vous et la présentation est normalement bien affichée. Tout le monde doit la voir. Eh bien, écoutez, je vous remercie et sans plus tarder, on va donc attaquer effectivement sur la présentation de la maladie. Et donc, comme vous le savez, hein, c'est un virus qui provoque cette maladie contagieuse, un poxvirus, hein, un peu comme la variole chez l'homme. Et donc, c'est un genre particulier qu'on appelle le capripoxvirus. Alors, la première chose qui est importante, il faut savoir que l'incubation du genre, en général, vraiment en conditions expérimentales entre 4 et 14 jours, mais clairement sur le terrain, on a vu justement une incubation qui pouvait aller jusqu'à 5 semaines. Et donc, on a des signes classiques qui sont généralement décrits avec de la fièvre, des écoulements oculaires et nasales au départ, et des nodules cutanés qui effectivement signent la maladie. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, au départ, hein, ce que l'on voit, c'est vraiment des ganglions lymphatiques qui sont au niveau de l'épaule, hein, les ganglions lymphatiques scapulaires, ou au niveau des membres arrière, préfémoraux. On a effectivement ces ganglions qui sont visibles à l'œil nu souvent, qui grossissent, qui deviennent palpables aisément. Et donc, en général, mais ça dépend des espèces, hein, je vais revenir sur cette question-là, ça dépend des races également, on a une forte fièvre qui marque le début des symptômes et souvent des lésions cutanées qui sont accompagnées, en fonction encore des races, d'une baisse de production de lait. Ce que l'on voit au départ, c'est un écoulement oculaire et nasal. En général, ce sont les signes les plus précoces et plus la maladie avance, plus ce jeune âge devient mucopurulent. Ensuite apparaissent donc ces nodules. Et donc, souvent, on a des nodules cutanés, hein, donc sur la peau. Et en fonction des races, vous avez soit quelques nodules qui apparaissent dans les cas subaigus, mais dans des cas sévères, on a effectivement des nodules qui couvrent un petit peu le corps entier. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ces lésions, ces fameux nodules, peuvent affecter également le tractus digestif et respiratoire. Et donc, en particulier, lorsque ces nodules se retrouvent sur ce tractus respiratoire, et notamment sur la trachée, ça donne effectivement beaucoup de douleur aux animaux qui en sont atteints. Également, ce que l'on voit au départ, ce sont des lésions ulcératives sur la cornée, et donc c'est vraiment quelque chose qui est possible, et en fonction, là encore, des races en question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, de manière schématique, hein, on a un tiers de forme aiguë avec les signes que je vous rapporte ici, un tiers de forme subaiguë avec beaucoup moins de signes et en tout cas beaucoup moins forts. Et en plus, on a un tiers d'animaux asymptomatiques, c'est-à-dire sans aucun symptôme, mais qui pourtant participent à l'évolution de la maladie parce qu'il a été montré que ces animaux sans symptômes pouvaient multiplier le virus et évidemment constituer une source virale pour potentiellement les vecteurs qui iraient puiser du sang sur ces animaux asymptomatiques mais pourtant virémiques, c'est-à-dire porteurs du virus, et pour aller infecter d'autres animaux.
La morbidité, mortalité, ce sont des chiffres moyens qui nous sont rapportés de par le monde, hein, pas que de l'Union européenne et pas que de l'Europe. Ce sont des chiffres que l'on a eus depuis en particulier l'Afrique. Et donc, vous avez une morbidité, c'est-à-dire le nombre d'animaux malades qui évolue entre 5 et 45%, et une mortalité qui évolue autour de 10%. La FAO dit 10%, l'OMSA, l'Organisation mondiale de la santé animale, dit autour de 5%. Il faut savoir qu'en fonction des races, eh bien, ces chiffres peuvent évoluer. On a des races qui présentent très peu de symptômes avec une morbidité qui est relativement faible et des races améliorées qui peuvent être atteintes de manière beaucoup plus sévère et effectivement avec des mortalités et des morbidités plus proches de cela, voire même des morbidités plus importantes encore. Diapo suivant. Alors, on a directement des impacts, bien sûr l'importance économique et en particulier lorsque on a des baisses de production laitière. On a une maigreur sévère en fonction des races, on a une baisse de la production laitière, de temps en temps des avortements, régulièrement des mammites secondaires, de la perte de fertilité si la maladie s'installe sur le long terme, bien sûr des dommages sur la peau et également des moiteries que l'on voit aussi régulièrement sur les animaux qui sont affectés. Diapo suivante. Et bien sûr, en parallèle, des impacts indirects. Et c'est tout ce que vous avez vu, puisqu'il y a eu une grosse mobilisation autour de campagnes de sensibilisation, la mise en place de programmes de surveillance, non seulement cliniques, mais aussi vectoriels et aussi analytiques avec les laboratoires, les analyses de laboratoire en tant que telles, hein, en particulier les analyses sur les PCR, qui permettent justement de bien identifier la présence du virus, non seulement dans le sang, mais aussi sur les lésions, et en particulier sur les nodules. Le contrôle vectoriel pour gérer les vecteurs qui de proche en proche transmettent la maladie, et on reviendra sur cette question-là bien entendu après, la gestion des cadavres, les processus de décontamination et le nettoyage des infections, évidemment, l'achat des vaccins et bien sûr l'impact sur les mouvements et le commerce international. Le virus, ce qu'il faut savoir, c'est donc ce fameux virus, là, Capripox virus, c'est un gros virus à l'échelle des virus, c'est un virus à ADN, et notamment la souche qui a été mise en évidence au départ, c'est une souche en Afrique du Sud, hein, en 1957, qu'on appelle la souche Nisling, et qui est en fait la base du vaccin que l'on utilise aujourd'hui, qui est un vaccin atténué vivant. En fait, c'est un génome stable, et donc on n'a pas un virus qui évolue très rapidement, par exemple, comme si on compare aux influenza aviaires. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a 3 espèces proches. Ce virus atteint les bovins, mais on a des poxvirus qui atteignent soit les moutons, soit les caprins, et qui sont beaucoup plus spécifiques de ces espèces. Et ce qu'il faut savoir également, et ça c'est réellement important à retenir, c'est que la virémie, c'est-à-dire la multiplication du virus dans le sang, elle est non seulement transitoire, puisque vous voyez, et elle est plus ou moins alternative, et c'est pour ça que parfois on n'arrive pas à mettre en évidence même avec une PCR, et il faut vraiment travailler sur une fenêtre assez courte, puisque la virémie, vous voyez, évolue entre 1, 2, voire 3 semaines. Et donc évidemment, lorsqu'on veut se rendre compte si l'animal est infecté ou pas, il faut vraiment faire le prélèvement à ce moment-là, y compris sur les animaux asymptomatiques. Diapo suivante. En parallèle, hein, ce qui est important aussi de connaître, c'est que le virus peut persister longtemps et qu'il est stable dans le milieu extérieur. Alors, vous voyez, le virus est particulièrement viable au moins 3 mois dans les croûtes issues de nodules, autour de 90 jours. Également, au début de la maladie, la charge virale est importante au niveau des jetages oculaires et nasaux, hein, parfois avec de fortes charges, et c'est pour ça qu'on peut avoir une transmission directe au départ de la maladie via ce lien-là. On a une survie possible pendant plusieurs mois, et en particulier si le virus se trouve à l'ombre, dans des matières organiques et dans des états mal nettoyés, désinfectés. C'est pour ça qu'il y a vraiment un besoin d'insister sur une bonne décontamination, puisqu'effectivement, le virus est sensible à la plupart des désinfectants. En revanche, il survit au froid, hein, et même à la congélation, à moins 80. Et à l'extérieur, les rayons du soleil sont très efficaces pour détruire ce virus-là. Suivant. Et en épidémiologie, en gros, c'est toujours comme ça, et de par le monde, ça a toujours été comme ça. Vous avez une combinaison entre animaux sensibles, c'est-à-dire naïfs sur le plan immunitaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rencontré le virus jusqu'à présent, donc des animaux naïfs,
des vecteurs potentiels. Et donc, des vecteurs, on peut avoir des stomox, on peut avoir des tans. En fonction des pays, il y a même certaines espèces de tiques qui ont été incriminées. On pourra revenir là-dessus sur les questions. Et ensuite, des mouvements non contrôlés. Et des mouvements non contrôlés qui ont permis à un animal infecté ou pas, d'ailleurs infecté en incubation ou asymptomatique ou symptomatique. Et ces mouvements non contrôlés ont permis l'entrée du virus sur une zone indemne pour débuter le cycle de la maladie. Donc le premier cas, c'est vraiment lié à l'introduction d'un animal infecté. Et ensuite, la transmission, c'est essentiellement par les vecteurs, de proche en proche. C'est pour ça qu'on dit qu'on a un rayon en gros de 5 km, puisque les vecteurs peuvent se déplacer autour du foyer à peu près sur ce périmètre-là. On a effectivement, tout au départ de la maladie, comme je vous le disais, en raison d'une charge virale importante au niveau des muqueuses, eh bien, une transmission directe qui est possible au départ de la maladie. La semence également contient le virus pendant au moins 42 jours. Et donc forcément, les moins favorables, puisqu'on a une transmission vectorielle, eh bien pour nous, c'est l'hiver, puisque les mois chauds et humides eh bien, favorisent la transmission vers les vecteurs, puisque ces vecteurs pullulent énormément. Diapo suivante. Et donc, je vais laisser la parole à Pascal pour cette partie-là. Voilà, donc je reprends pour quelques diapositives. Donc pour poursuivre sur l'épidémiologie de la maladie, on a vu que ce sont des vecteurs donc, qui infectent un animal. On a vu que l'incubation était relativement longue, 4 à 28, parfois 35 jours. Et on a donc deux possibilités, comme ça a été dit à l'instant, soit d'avoir des animaux infectés avec symptômes, on va dire à peu près les 2/3, que ce soit des symptômes importants ou moins importants, ou des animaux infectés sans symptômes. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux catégories d'animaux sont capables de réinfecter un vecteur, et donc ces deux catégories d'animaux derrière peuvent permettre la poursuite du cycle, et c'est ce qui explique l'une des mesures de lutte qui est l'abattage total du troupeau qui est infecté ou de l'unité épidémiologique qui est infectée, parce que on n'a pas les outils qui nous permettent de détecter les animaux infectés sans symptômes, ni même les animaux qui sont en incubation, alors que quand la maladie circule de manière active dans un troupeau, eh bien on a ces trois catégories d'animaux avec la partie émergée de l'iceberg qui sont les animaux qui ont des symptômes. L'autre moyen de lutte, c'est la vaccination. La vaccination, elle fait partie du trépied. Donc, Eric a parlé de l'interdiction des mouvements, puisque les mouvements, c'est un moyen très important pour introduire la maladie, l'abattage du troupeau infecté, et il y a le troisième élément du trépied, c'est la vaccination. Donc, quelques éléments sur cette vaccination, parce que c'est important d'avoir quelques notions et quelques chiffres présents à l'esprit. Si vous avez là un troupeau qui est à la fois indemne avec ses insectes et non vacciné, la vaccination dans un monde parfait, on est tous d'accord que l'ensemble des animaux vont être protégés. C'est ce qui est ici illustré en bleu. Dans ce cas-là, si on a des insectes qui sont infectés qui arrivent, évidemment, les tentatives d'infection sont en échec. Malheureusement, la vaccination dans un monde réel, c'est qu'on a quelques trous dans la raquette. C'est logique. Soit les animaux bougent au moment de la vaccination, soit, et c'est régulièrement le cas pour tout type de vaccin, la variabilité individuelle fait que chacun ne va pas répondre de la même manière à la vaccination. Donc, tout le monde ne va pas être immunisé de la même manière. Donc, on a quelques animaux qui peuvent demeurer non protégés. Si on a une faible pression virale dans l'environnement, eh bien, il y a de très fortes probabilités pour qu'un nouveau foyer ne puisse pas se créer car on a suffisamment d'animaux qui sont protégés. Par contre, si on a une forte pression virale qui est maintenue aux alentours, eh bien, on a des risques de voir des animaux qui vont s'infecter et peut-être avec l'apparition de symptômes. C'est la raison pour laquelle les moyens de lutte, c'est réellement un trépied, c'est-à-dire à la fois la suppression de la source de virus, donc pour ne plus avoir ces insectes infectés, et puis la vaccination qui permet, si on a une circulation résiduelle, eh bien de ne pas créer de nouveaux foyers. Derniers éléments sur la vaccination en termes de calendrier.
la vaccination, elle est efficace au bout de 21 jours après l'injection, c'est-à-dire que l'animal, il est protégé et si jamais il est piqué par un insecte infecté, eh bien, l'animal protégé ne va pas s'infecter. Ce qui se passe si jamais on a un animal qui s'infecte peu de temps avant la vaccination, eh bien, vu les délais d'incubation, la maladie va pouvoir se manifester plusieurs jours après la vaccination et potentiellement avant les 21 jours de création de l'immunité. Mais comme 28 jours et a fortiori 35 jours, c'est supérieur à 21 jours, eh bien, on peut très bien avoir aussi ce cas de figure, c'est-à-dire au-delà des 21 jours, comme l'animal s'est infecté juste avant la vaccination, eh bien, peut-être qu'il va pouvoir créer foyer, en tout cas, présenter des symptômes ou non, et en tout cas, on pourra considérer qu'on est en présence d'un foyer. A fortiori, si l'animal s'infecte avant l'acquisition de l'immunité, eh bien, le même délai va courir qui peut être relativement long. C'est la raison pour laquelle on peut voir apparaître un foyer, même 3, 4 semaines après la vaccination. Et évidemment, ça pose toujours question aux personnes qui sont confrontées à cette situation. Le parti ayant été pris de vacciner dans les zones où il y avait la circulation virale, il y a eu un certain nombre de cas où les animaux se sont infectés peu de temps avant ou peu de temps après la vaccination avec des foyers qui sont apparus à ce moment-là. Par contre, jusqu'à présent, aucun foyer n'est apparu sur des élevages qui étaient valablement immunisés, c'est-à-dire après 21 jours, et qui ne se sont pas infectés avant ces 21 jours, aucun foyer n'est apparu. Éric, je te repasse la parole. Donc là, ce que vient de dire Pascal, hein, c'est vraiment très important puisque vous avez vu par rapport à la vaccination, on a une course qui s'engage entre le virus sauvage et le virus vaccinal. Et effectivement, on est dans des situations où lorsqu'on a une concomitance entre la vaccination et l'infection, eh bien malheureusement, en raison de la durée d'incubation de la maladie, eh bien on peut avoir effectivement des animaux qui s'infectent malheureusement. Alors, sur le prévention et contrôle, bien sûr, Pascal et Marie-Christine reviendront sur cette question-là, on a bien sûr une forte sensibilisation et une formation. Et on a eu besoin justement de former les vétérinaires pour ce qu'ils puissent reconnaître rapidement et dès le départ, ce qui s'est passé en Savoie, hein, les premiers signes de la maladie. C'est pour ça que grâce à ce suivi, on a eu une détection précoce. Et bien sûr, derrière, on a mis en place une surveillance clinique, puisque, comme vous le voyez, c'est surtout les nodules qui vont attirer l'œil avec les autres symptômes que je vous ai décrits. Mais en parallèle, ce qu'il est important de faire, c'est des analyses de laboratoire, et en particulier en recourant à la PCR qui permet de mettre en évidence le virus, hein, alors que les contrôles sérologiques, c'est-à-dire sur les anticorps, eh bien, on n'arrive pas pour l'instant à faire le distinguo entre les anticorps liés à la vaccination ou les anticorps liés à l'infection. Et donc ça, c'est vraiment évidemment un souci. Et bien sûr, on a une surveillance sur les vecteurs et il est important de savoir quels sont les vecteurs qui peuvent participer au cycle. Diapo suivante. Voilà. Ensuite, et bien sûr, dans les contrôles, c'est le Je vous laisse terminer cette diapo-là. Oui. Je vous laisse finir cette diapo-là, puis après, on passera à la ministre qui doit partir. Voilà. Bah, très bien, très bien. Je termine cette diapo-là. Donc, il est important, évidemment, pour le contrôle, eh bien, de limiter les mouvements des bovins, puisque, comme je vous l'ai précisé précédemment, eh bien, c'est en raison de ces mouvements-là qu'on a un déplacement dans des zones indemnes, hein, en raison d'introduction de matières infectantes et en général d'animaux infectés. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu le ministère de l'Agriculture a mis en place ce trépied avec contrôle des mouvements, la vaccination avec un vaccin vivant atténué, hein, c'est vraiment le vaccin qui fonctionne par rapport à cette maladie-là. Et donc, le développement total des foyers pour tarir la source de virus, comme Pascal le précisait. Évidemment, en parallèle, on a besoin d'identification animale pour assurer le contact tracing, c'est-à-dire le suivi et savoir comment le virus peut se déplacer. Et je vais laisser la parole à Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pardon, Monsieur Cardinal, de vous interrompre dans votre propos qui passionne sans doute vos auditeurs.
Je voudrais saluer tous les présidents de chambre qui sont présents aujourd'hui à cette réunion organisée sur la dermatose. Je pense que c'est une très bonne initiative. Donc, je vous remercie de m'avoir convié à introduire ce webinaire et de me donner ainsi l'opportunité de m'adresser à vous tous collectivement, pour vous expliquer la stratégie du gouvernement dans la lutte contre cette maladie virale si grave que nous avons vu apparaître en France métropolitaine pour la première fois en juin dernier. Depuis le premier jour, je voulais vous dire que je suis sur le terrain et j'ai rencontré un grand nombre d'entre vous, que ce soit évidemment dans les Deux-Savoies, dans le Jura, dans le Doubs ou en Occitanie encore hier. Vous connaissez tous les caractéristiques de cette maladie, elles vous ont été expliquées par de grands spécialistes du sujet et qui vous ont expliqué ce qui la rend si grave et ce qui justifie son éradication sans autre choix possible. Je veux tout d'abord vous dire que je sais que nous partageons tous ici le même objectif: protéger l'élevage, protéger les 16 millions de bovins, protéger les 125 000 éleveurs de France. Pas simplement l'élevage de tel ou tel département, mais tout l'élevage français. Je n'ai évidemment aucun doute sur cela, et si nous pouvons avoir des désaccords sur des aspects de la stratégie sanitaire, nous n'en avons aucun sur notre seul but de guerre, car nous sommes bien en guerre contre ce virus épouvantable. Que l'élevage français soit prospère, que nous préservions son avenir et qu'il continue de faire la fierté des Français dans nos campagnes et à l'export, nous n'avons les uns et les autres pas d'autre but. Il me semble important aujourd'hui de vous présenter la philosophie générale que je poursuis sur cette crise. Premièrement, je souhaite rappeler que tout dans la gestion de cette crise est ouvert à discussion, et ce depuis le début. Aucune décision n'a été prise dans un bureau seul entre 3 personnes. La stratégie poursuivie s'est construite à partir d'un consensus entre de nombreuses parties prenantes réunies dans le Parlement du sanitaire dès le mois de juillet. Le trépied biosécurité, dépeuplement, vaccination a été défini à l'issue d'un dialogue approfondi, ouvert à tous et qui se fonde sur les données scientifiques dont nous disposons de façon robuste et unanimement partagée par les autorités en charge de la santé animale dans tous les États membres. Et le Parlement du sanitaire a été réuni plusieurs fois depuis, encore la semaine dernière, pour échanger sur la meilleure façon de vaincre cette maladie. Je suis une élue de terrain. Je crois que je suis connue pour être accessible et ouverte au dialogue. J'applique cette même méthode dans mes fonctions actuelles, comme vous avez pu le mesurer. Ce point est très important. Nous avançons ensemble, en dialoguant. Je ne suis pas sourde. Je sais qu'il y a des désaccords aujourd'hui sur la stratégie poursuivie. Mais rien n'a été décidé sans que tout le monde ne soit associé à la réflexion. Deuxièmement, il me semble important de constater le fait que cette stratégie est efficace. Elle a fait ses preuves. Dans les Savoies, dans le Rhône, nous avons vaincu le virus en un temps record. Notre stratégie, employée aussi en Espagne et en Italie, a entraîné en France, c'est vrai, le dépeuplement de 3000 bovins environ, mais en a sauvé 16 millions. C'est un point qui doit être mieux connu, avec un taux de mortalité jusqu'à 10% et une morbidité de 45%. Ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers de bêtes qui disparaîtraient ou souffriraient terriblement à cause de la maladie. Évidemment, et je veux y insister, c'est toujours une douleur terrible pour l'éleveur qui est concerné, pour l'éleveur qui voit son troupeau frappé par la DNC. Et le fait de mettre en parallèle ces deux chiffres, 3000 bovins et 16 millions de l'autre, ne veut pas dire circuler, il n'y a rien à voir. Quand un éleveur perd son troupeau, c'est 100% parfois de son troupeau qu'il perd. Mais enfin, ces chiffres permettent tout de même de prendre du recul et de voir les choses au global. L'élevage français est protégé lorsqu'on agit efficacement. Pour les éleveurs touchés, j'ai veillé personnellement, de près, à ce qu'ils soient accompagnés sur plusieurs plans. Sur le plan psychologique d'abord, sur le plan économique ensuite. Sur ce point, je suis quasi quotidiennement le paiement des acomptes, l'avancée des dossiers. Bien entendu, l'intégralité de la valeur du bovin est restituée à l'éleveur, en plus d'indemniser les pertes d'exploitation qui s'ensuivent. Il ne serait pas imaginable de faire autrement, et c'est un engagement ferme de ma part. Par ailleurs, je sais bien que l'élevage est divers et que les situations locales sont diverses, et ce sera mon troisième point. C'est pour tenir compte de ces spécificités que j'ai annoncé vendredi dernier
qu'un cordon sanitaire serait tracé au-dessus des Pyrénées afin de freiner la propagation du virus. Ce cordon n'existait pas en Savoie, mais il est apparu nécessaire en Occitanie d'ajouter une zone vaccinale tampon autour des zones réglementées, car les réalités du terrain ne sont pas les mêmes entre le nord et le sud, entre l'est et le sud-ouest, entre les allaitants et les laitiers. L'objectif est pourtant le même, protéger l'élevage. Et la stratégie de vaccination, elle, vous le voyez, évolue selon la situation. La mise en place de ce cordon s'accompagne donc, comme je l'ai dit, d'une vaccination massive dans les départements concernés. Les doses sont là, et j'ai assisté hier au démarrage de la vaccination en Haute-Garonne. La vaccination, je veux le dire, mesdames et messieurs les présidents, est un chemin d'espoir, comme en attestent les échanges que j'ai eus à cette occasion avec les représentants du Tarn et de l'Hérault, qui réclament eux aussi d'être intégrés à la zone vaccinale. J'ai donc invité leur président de chambre hier à me confirmer leur demande formelle par écrit et me suis déclarée prête à la satisfaire quand il le voudrait. Mais vous le savez, cela emporte des conséquences, notamment sur le plan économique. Et c'est aussi car je crois aux vertus de la réflexion collective et à la prise en compte du terrain que j'ai annoncé la mise en place très rapide d'un groupe de dialogue scientifique pour que les propositions de stratégie émanant d'Occitanie soient discutées entre des professionnels et des experts indépendants sans les politiques. Mon seul impératif, je l'ai dit, est la protection des élevages. Si une autre stratégie est efficace pour le faire, si elle était efficace pour le faire, je n'aurais aucun souci à l'adopter. Mais puisque celle-ci a fait ses preuves, je veux m'assurer que si des scénarios alternatifs devaient être envisagés, ils soient aussi robustes, aussi efficaces, aussi protecteurs de l'élevage que celui qui a permis aux Savoies de se relever. Que diriez-vous d'une ministre de l'Agriculture qui n'aurait pas cette exigence chevillée au corps? J'entends dire que le gouvernement serait guidé par le principe de précaution. Il n'en est rien. Le seul principe qui m'anime et préside à mes choix, c'est le principe de responsabilité. Mesdames et messieurs les présidents et les élus, je souhaite également vous dire un mot de la désinformation qui a explosé sur les réseaux ces derniers jours. Ce sera mon dernier point. Je dis bien explosé. Tant et tant de fausses informations circulent qu'on en perd le compte. Certaines questions sont soulevées de bonne foi, je le sais bien, comme celle sur le taux de mortalité. Et elle trouve sa réponse dans les explications techniques qui, je crois, vous ont été présentées il y a quelques minutes. Mais d'autres questions ou affirmations sont clairement mensongères. Quand on dit que les vétérinaires sont virés de l'ordre s'ils ne dépeuplent pas, quand on dit que les vétérinaires font des faux prélèvements de nodules, quand on dit que l'État fait du chantage ou prononce des menaces sur les éleveurs pour qu'ils acceptent le dépeuplement, quand on dit que l'État voudrait tuer des animaux pour faire de la place à la viande brésilienne. Fake news, fake news, fake news. Il est sain de débattre, d'avoir des divergences, mais sans pour autant mentir. Je ne dis pas cela pour le plaisir de la vérité, je dis aussi cela parce que derrière les fausses informations, il y a des vétérinaires et leurs enfants qui sont menacés. Derrière cela, il y a des agents de l'État qui sont menacés. Et derrière cela, on met in fine en danger toute la politique sanitaire. On peut être en désaccord sur certains aspects, mais on ne peut pas prendre de risque que le virus contamine de nouveaux élevages. Dans vos réseaux, auprès de vos interlocuteurs, je vous le demande, relayez ces messages. Le rôle des chambres est essentiel pour diffuser les résultats des travaux scientifiques et accompagner les agriculteurs avec l'appui des analyses techniques et des experts. C'est ce que vous faites tous les jours. Aujourd'hui, plus que jamais, votre mission doit être de relayer l'information et l'objectivation que méritent les éleveurs. Je sais pouvoir compter sur votre engagement, sur votre implication. Nous sommes tous face à une situation compliquée. Pas seulement le gouvernement, mais tous les éleveurs, leurs représentants et tous ceux qui plus largement veulent protéger notre cheptel français et tous ceux qui en vivent. C'est le revenu des éleveurs qui est en jeu ici. Donc gardons la tête froide et le cœur chaud, le cœur pour comprendre la douleur du dépeuplement, comprendre la douleur et la crainte de l'arrivée de la maladie. Mais il faut agir en responsabilité. Voilà, Monsieur le Président, cher Sébastien, et Mesdames et Messieurs les présidents et les élus, voilà les messages que je voulais relayer auprès de vous. Cette crise sanitaire est gérée,
dans un esprit de dialogue, avec la science à l'appui, de recherche d'efficacité et d'adaptation aux situations locales. Je vous remercie. Et bien entendu, Monsieur le Président, si vous souhaitez me poser une question, n'hésitez pas. Alors, merci Madame la Ministre. Dans les questions qui nous sont arrivées, il y avait une question dont je pense que j'ai la réponse, mais vous allez pouvoir l'évoquer aussi. L'indemnisation des éleveurs porte-t-elle uniquement sur la valeur des animaux ou aussi sur les pertes de production? Alors, l'indemnisation, elle va en priorité naturellement aux éleveurs qui ont été privés de leurs animaux. Nous remplaçons les animaux pour qu'il puisse y avoir eh bien, le repeuplement des élevages à la valeur marchande de l'animal. Donc d'abord un acompte, parce que c'est très important de pouvoir toucher très rapidement un premier acompte, et aussi l'indemnisation des pertes de production dans les cas foyers. Nous prenons également en charge, nous avons pris en charge les pensions d'estive, quand il fallait redescendre des estives dans les zones montagneuses. Et puis, nous prenons en charge intégralement la désinfection des bâtiments d'élevage, qui est très importante. Alors, la question que vous posez, c'est l'indemnisation, si j'ai bien compris, dans les aires de production. C'est-à-dire tous ceux qui En fait, c'était les pertes de production lait ou viande, et donc vous avez répondu. Oui, pour les cas foyers, nous prenons en charge. J'avais une deuxième question. Y a-t-il possibilité de faire des poursuites sur les gens qui diffusent des fake news? Et est-ce qu'on doit se mobiliser les uns les autres sur le sujet? Et que peut-on faire? Alors, je ne suis pas sûr que vous puissiez répondre, voilà, mais en tout cas. Alors déjà, si des fake news venaient à compromettre la stratégie sanitaire, qui est notre priorité absolue, et qu'il y a mise en danger d'une activité économique stratégique comme l'élevage en France, peut-être y a-t-il un dispositif juridique qui permettrait de poursuivre, ou en tout cas, il faut traquer les fake news. Et si vous avez des doutes, on est à votre disposition pour y répondre. En tout cas, il y aura un suivi judiciaire pour les gens qui professent des menaces de mort, des menaces. Nous avons déjà fait un article 40 à l'égard d'un fonctionnaire du ministère très dévoué qui a fait d'innombrables réunions, formations, enfin quelqu'un de vraiment remarquable, et qui a été menacé en direct à la télévision sur une chaîne de grande écoute. On lui a dit j'espère pour toi que ta voiture sera blindée. Donc c'est une menace directe, et que tu auras des gardes du corps. Hein. Donc c'est une menace très, très directe. Nous avons fait un article 40 auprès du procureur. Et c'est une personnalité de premier plan dans la formation qui est la sienne. Donc il y a des menaces de mort, j'en ai moi-même reçues. Beaucoup en ont reçu également. Les vétérinaires me préoccupent particulièrement parce que ils sont véritablement menacés. Or, ils sont les piliers de la sécurité sanitaire du pays et ils sont les piliers de notre réputation de solidité sanitaire. La France a mis 70 ans pour construire sa solidité sanitaire. La France a dû se relever d'épizooties majeures, comme la fièvre afteuse, ou des maladies très, très graves, hein, voilà, la tuberculose bovine, elle s'est toujours relevée. Elle s'est toujours relevée. Et les éleveurs se sont toujours courageusement relevés. Cette maladie-là, elle est particulièrement redoutable et nous devons y apporter une très grande vigilance en raison de son extrême viralité, de son extrême contagiosité. Sur les chevaux, oui. Voilà. Il y avait une série de questions autour des mouvements d'animaux, des sauts qui a pu être fait par la maladie, et pour savoir s'il y avait des enquêtes en cours sur ces mouvements illégaux, et s'il y avait même éventuellement des poursuites de prévues ou de possibles par rapport à des déplacements illicites qui seraient. Comme vous l'a dit, je suppose, Monsieur Cardinal et Monsieur Hendrix,
la contagion se fait en proximité par le stomox. Et quand ça fait plus de 3 à 4 km, c'est un animal infecté dans une bétaillère conduite par quelqu'un. Donc, il y a eu des contagions qui s'expliquent par des mouvements. Et forcément, c'est toujours un mouvement qui vient d'un foyer infectieux. Et comme il est obligatoire de déclarer la maladie, c'est une obligation. Et si on s'y dérobe, c'est passible de la loi. Donc, ça veut dire que ça vient d'un foyer infectieux qui a été en principe déclaré et qui fait l'objet d'une zone réglementée qu'on ne peut pas franchir. Donc, toute contamination qui se fait loin d'un foyer infectieux résulte d'un mouvement illégal, non déclaré. Vous savez que tout mouvement d'animal doit être déclaré. Et il y a effectivement, et nous allons travailler avec le Premier ministre sur cette question, une intensification des contrôles et évidemment des sanctions. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas de combien de temps vous disposez, si vous devez nous laisser. Je devrais partir. Une dernière Alors, question rapidement. on a des questions autour des marchands d'animaux qui déplacent les animaux sur des grandes distances, sur les rassemblements. Y a-t-il aussi des sanctions possibles contre ces acteurs s'ils ne respectent pas les règles de déclaration de mouvement et de regroupement d'animaux? On Alors, a quelques questions autour de ça. j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que dans les aides que nous apportons, il y a une défiscalisation des indemnisations. Ça, c'est un élément très important, hein, très, très important. Sur les marchands de bestiaux, ils sont un pilier ils sont dans l'équation de la gestion de la maladie, évidemment, puisqu'ils rassemblent, ils transportent, et donc il est très important que tout ça soit très sécurisé. Donc nous travaillons avec eux, nous sommes naturellement très vigilants, on a déjà interdit des rassemblements, et bien sûr, c'est une énorme contrainte, mais c'est une énorme contrainte pour l'éleveur qui veut vendre ses animaux aussi. Pas oublier qu'il y a une dimension économique dans tout cela, et je veux le rappeler. Quand une zone est réglementée, bien sûr, on n'en sort pas, et on ne peut en sortir, on ne peut la lever que 45 jours après le dépeuplement, le dernier dépeuplement. Mais au-delà de cela, quand une zone est vaccinale, puisqu'on a mis une ceinture de protection autour des zones réglementées, on ne peut pas non plus sortir de cette zone vaccinale pendant un certain temps. Et tous ceux qui réclament la vaccination, et je les comprends, qui sont aujourd'hui zone indemne, doivent savoir que s'ils entrent en zone vaccinale, toute l'activité de sortie de la zone sera impossible, soit pour le marché national, soit pour le marché à l'export. Voilà. Le temps qu'on lève la zone vaccinale ou la zone réglementée. Donc c'est une dimension à prendre en compte, et je vous invite, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents des chambres, à faire des évaluations quand même économiques de tout cela. Si vous êtes en zone indemne et que vous voudriez, et je le comprends, être protégé par la vaccination, ça emporte une sécurité. Enfin, quand on est indemne, et ça emporte des conséquences économiques. En tout cas, le dernier message que je voudrais vous faire passer, parce que là, il faut vraiment que j'aille, c'est que moi, j'ai le souci, bien sûr, je suis au chevet de l'Occitanie aujourd'hui, puisque c'est elle qui est touchée et qui souffre. Mais je suis au chevet de tout l'élevage français. Et il faut que nous sachions bien que notre priorité, c'est de préserver ce fleuron agricole dont nous sommes tellement fiers et auquel nous sommes tellement attachés. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Ministre, et on reviendra à la suite des présentations sur la maladie, sur les conséquences économiques et à la fois qu'emporterait une vaccination dans des zones indemnes ou la propagation de la maladie. Et on terminera par ça. Merci beaucoup pour votre présence et merci. Du coup, Monsieur Cardinal, on a essayé de vous arrêter à un moment peut-être clé qui était, on avait terminé sur la partie prévention et vous alliez, ou vous, Monsieur Hendrix, revenir sur l'origine de la maladie. Oui, et donc
Mais écoutez, je reprends là et vas-y Et Pascal, juste passe te à la dire, on a suivante. noté des questions qui, de toute Très bien. façon, elles sont peut-être plus techniques et qu'on vous posera après. Vous Parfait, très bien. arrivez. Vas-y Pascal, c'est la suivante peut-être, parce que j'avais fait celle-ci. Suivante. Voilà. Donc là, en gros, je vais rapidement brosser l'évolution de cette maladie pour vous montrer quand même cette forte contagiosité, puisqu'elle a commencé en 1929 en Zambie et ensuite en 1940, elle avait vraiment contaminé l'ensemble du territoire africain, y compris Madagascar. Vas-y, ensuite. Ensuite, en 1988, eh bien, elle a débordé de l'Afrique puisqu'elle est passée en Israël. Vas-y, tu peux y aller. Ensuite, vous voyez, 2013, Turquie-Irak, 2014, Azerbaïdjan, et novembre 2014, on se rapproche vraiment de l'Europe puisqu'on a les premiers cas à Chypre. Et ensuite, effectivement, 2015-2016, on a la maladie qui passe en Grèce, en Turquie, en Bulgarie, donc première fois dans l'Union européenne, et bien sûr toute l'Europe de l'Est qui est atteinte. Et vous voyez que la maladie a continué son chemin puisque la Russie est atteinte en 2015, le Kazakhstan en 2016. On a eu les premiers cas en Chine en 2019 et vous voyez que ensuite elle a continué jusqu'en 2023 pour infecter l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est. Jusqu'en 2023 où on a les premiers cas en Libye et dans l'année suivante en 2024, le Maghreb, Algérie et Tunisie. Et ensuite, évidemment, en 2025, eh bien, on a les cas en Europe de l'Ouest avec l'Italie, la France et l'Espagne. Et vous voyez que même en Asie du Sud-Est, eh bien, on a eu les premiers cas au Japon, malgré, je dirais, l'océan. Eh bien, on voit que la maladie a pu être introduite également au Japon. Et donc, effectivement, on a une situation où on voit vraiment que la maladie, eh bien, s'étale sur quasiment toute la planète. Vas-y, Pascal, je crois que c'est la pause suivante. Et voilà, et je te relaisse la parole. Merci. Non, votre micro, On t'entend pas. votre micro, Voilà, là c'est bon. Ouais. Donc on souhaitait effectivement vous faire un petit point sur, à la fin de cette revue internationale sur ce qui s'était passé dans les Balkans, parce que c'est souvent mentionné et c'est évidemment la première incursion que nous avions eue donc de la DNC sur le territoire européen. Et donc vous voyez que tout a démarré en 2015 et j'aime bien cette représentation-là parce qu'on voit la Turquie avec de nombreux foyers, et puis la Grèce qui s'infecte, hein, et qui démarre également tout de suite la vaccination, donc qui s'infecte en 2015. Ensuite, en 2016, vous voyez la Bulgarie ici, qui a des foyers sur l'ensemble de son territoire. La maladie s'étend au niveau de la Grèce, au niveau de la Macédoine du Nord, de la Serbie et également de l'Albanie. Donc on a très rapidement une généralisation dans les Balkans, avec immédiatement les pays apparaissent en bleu parce qu'ils mettent en place la vaccination. Ensuite, en 2017, eh bien, la maladie est fortement maîtrisée puisqu'on a encore quelques cas en Grèce, on pourra y revenir, et notamment dans des zones qui étaient connues pour être moins bien vaccinées, quelques cas en Macédoine du Nord, et puis c'est surtout l'Albanie qui fait l'objet d'un très grand nombre de foyers, notamment parce que les mesures de lutte sont beaucoup plus parcellaires et donc sont apparus moins efficaces. Et à partir de 2018, on n'a plus de foyers et on a le maintien de la vaccination. Vous avez ici un panorama de l'ensemble des foyers qu'il y a pu y avoir de 2014 à 2017. Ce que je trouve intéressant ici, c'est de voir en fait la pression
sur ces pays des Balkans qui viennent des pays de l'Est et puis évidemment de la proximité de la Turquie qui à l'époque menace très régulièrement les pays des Balkans. Ici, c'est un résumé donc, de ce que je viens de vous montrer, mais en chiffres, avec, si on faisait une courbe, on a vraiment un pic très important en 2016, après la première incursion donc, de 2015, hein, donc avec 2016, la totalité des pays des Balkans qui sont atteints, quelques pays encore touchés en 2017 avec surtout l'Albanie. Alors la Turquie, c'est pas les Balkans, mais on voit que la Turquie lutte également et arrive à maintenir, a réussi à réduire très fortement l'impact de la maladie. Quelques mots sur la vaccination. Pour avoir présent à l'esprit que dans ce qui s'est passé aux Balkans, ces pays-là sont partis sur quelque chose au long cours. Vous voyez que la Bulgarie et la Grèce ont maintenu la vaccination très longtemps, notamment du fait du risque maintenu de réimportation depuis la Turquie. Et les autres pays ont vacciné également plusieurs années pour arriver à une réelle éradication de la maladie. Donc il faut bien voir que dans les stratégies qui ont été mises en place, ils sont réellement partis sur une stratégie de vaccination à long terme avec l'ensemble des impacts que ça a pu avoir sur l'élevage et sur les mouvements d'animaux. Donc la vaccination, elle perdure, hein, elle est arrêtée dans un certain nombre de pays, mais elle perdure encore, comme on le voyait sur le tableau précédent, en Grèce et en Turquie. Voilà. On pourra revenir sur des questions sur les Balkans ensuite, et je crois que là, donc je passe la parole à Marie-Christine Le Gall. Merci Pascal. Bonjour à On tous. finit la troisième présentation, Madame Le Gall, et puis après, on prendra les questions. J'en ai déjà noté quelques-unes. Voilà. Très bien. Merci. Pour faire le lien, donc moi je me proposais de vous faire un point sur la situation sanitaire actuellement en France et évoquer aussi plus largement ce qui se passe actuellement au sein de l'Union européenne. Ça me permet de faire le lien avec ce que Pascal vient de vous présenter sur les Balkans, avec les différents choix de stratégie de vaccination long cours, ce que tu disais Pascal à l'instant. Côté Union européenne, le choix a été d'éradiquer cette maladie. Donc, c'est ce qui a été mis en place en Grèce et c'est ce qui est actuellement mis en place en France et dans les pays touchés en 2025. Alors, pour vous rappeler la stratégie de lutte qui a été mise en place en France, mais qui est la stratégie de lutte qui est mise en place également en Espagne et ainsi qu'en Italie. L'objectif est bien d'éradiquer la DNC. Donc, les 3 piliers de cette stratégie, c'est d'une part d'empêcher la multiplication du virus, donc dépeupler totalement les foyers, ainsi que l'a rappelé Eric sur la dynamique de la propagation du virus. Il est important de pouvoir dépeupler totalement les foyers pour tarir la source du virus. D'autre part, c'est limiter la dispersion de la maladie, donc ce qui implique de limiter les mouvements de bovins de façon très importante au sein des zones réglementées et en dehors de la zone réglementée, donc c'est-à-dire d'empêcher les mouvements de bovins en dehors de la zone réglementée pour empêcher la diffusion du virus et protéger la zone indemne. Et également, le 3e pilier, c'est diminuer l'excrétion du virus, c'est-à-dire mettre en place une vaccination obligatoire qui est réalisée par des vétérinaires et qui est prise en charge par l'État. Ces 3 piliers, donc, comme je le dis, ce sont les mêmes en Italie, en Espagne. Nos collègues en Suisse ont mis en place 2 de ces piliers, pas le 3e puisqu'ils n'ont pas eu de foyer. Je pense que c'est important de le rappeler puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé également sur les réseaux en termes d'information et de désinformation sur la situation en Union européenne. Je rappelle bien qu'en Suisse, il n'y a pas eu de foyer. Donc effectivement, il n'y a pas eu de dépeuplement puisqu'il n'y a pas eu de foyer, mais ils ont mis en place une zone réglementée avec des limitations très fortes de mouvement et ils ont également mis en place une vaccination dans la zone réglementée qui avait été mise en place en Suisse.
Alors, la situation sanitaire en France, au 16 décembre, nous avons compté depuis le 29 juin 113 foyers dans 11 départements. Donc, vous pouvez voir avec la différente dynamique sur cette courbe, avec les dépeuplements d'animaux et les nombres de foyers qui ont été recensés en France. À l'heure actuelle, il n'y a pas de foyers actifs en France. Les foyers ont tous été maîtrisés. On fait l'objet d'un nettoyage désinfection et en particulier, je pense à la zone Auvergne-Rhône-Alpes où on est même passé en zone vaccinale, on a pu lever la zone réglementée. Je vais en parler un petit peu par la suite. Donc, vous le voyez, la dynamique qu'il y a eu. Il y a eu une première arrivée du virus et le temps de mettre en œuvre les différents piliers de notre stratégie. On voit bien que la courbe a été très fortement descendante, puis malheureusement un rebond de la maladie, surtout ces dernières semaines qu'on a pu noter dans la zone des Pyrénées, tandis que dans la zone Auvergne-Rhône-Alpes, nous n'avons plus de foyers depuis désormais le mois de septembre et nous avons eu des foyers en Bourgogne-Franche-Comté encore en octobre-novembre. Si je fais un point de situation sur les différentes zones, alors rapidement également, puisque je pense que vous les connaissez déjà toutes, je vous fais un rappel sur ce qui est affiché sur le site internet du ministère. Donc, vous voyez bien qu'on a une zone qui est bleue, qui est la zone vaccinale, c'est-à-dire c'était l'ancienne zone réglementée Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont les cas qu'on a eus en Savoie et dans le Rhône et dans l'Ain. Nous sommes, comme l'a rappelé la ministre, nous sommes à plus de 45 jours après le dépeuplement et nous avons atteint une immunité collective dans cette zone précise, ce qui nous permet de lever la zone réglementée et de passer en zone vaccinale. Concrètement, ça veut dire pour les éleveurs qui sont dans cette zone bleu clair que les animaux peuvent sortir à nouveau en zone indemne française sous condition de vaccination et qui peuvent également accueillir des animaux depuis la zone indemne, en particulier pour repeupler les anciens foyers, mais également pour tout commerce. Les animaux qui viennent de zone indemne sont vaccinés immédiatement à leur arrivée en zone vaccinale, puisqu'on reste dans une obligation de vaccination sur cette zone bleue, mais les mesures ont pu être, être allégées du fait de l'obtention de l'immunité collective de cette zone. Néanmoins, cette zone reste impactée par des conditions très strictes pour pouvoir reprendre les exportations vers le reste du monde et vers l'Union européenne, ce que je vais rappeler un petit peu plus tard. Et vous avez donc les zones qui sont encore des zones de protection et des zones de surveillance, donc qui ont été établies autour de foyers, qui n'ont pas encore été levées puisque nous ne sommes pas encore 45 jours après le dernier dépeuplement. Donc, vous pouvez le voir qu'il y a encore en Bourgogne-Franche-Comté une zone réglementée et nous avons malheureusement encore des zones réglementées dans la zone des Pyrénées. Ce qui s'apparente pour la zone rose à la stratégie qui a été mise en place par la Suisse, puisqu'on est sur des foyers où il n'y a pas de cas et où on a fait de la vaccination préventive pour empêcher l'arrivée des cas. Donc, c'est quasiment la stratégie suisse sur la zone rose. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que là, il y a un petit focus. Tout à fait, vous avez raison, Monsieur le Président, de le rappeler. C'est que sur cette, donc, on a mis en place ce qui a été annoncé par la ministre, c'est la mise en place de cette zone rose, donc une zone de vaccination que dans notre jargon réglementaire, qui c'est une zone de vaccination 1, c'est une zone de vaccination sans foyer. Ce n'est pas une zone de vaccination mise en place autour d'un foyer comme on a pu le faire jusqu'à présent. On met en place cette zone tampon, cette zone vaccinale sans foyer autour de la zone des Pyrénées pour continuer de freiner la dispersion du virus et maîtriser la maladie dans cette zone des Pyrénées. Donc, ce que je me proposais de vous présenter maintenant, c'est les conditions de mouvement depuis une zone de vaccination 1, donc une zone vaccinée sans foyer, cette fameuse zone rose, pour vous rappeler les conséquences qu'entraîne la vaccination, puisque c'est une question qui nous est posée également de savoir si la vaccination ne pourrait pas être étendue plus largement sur le territoire. C'est une question aussi que Madame la Ministre a rappelée à l'ensemble des acteurs de l'élevage au cours du CNOPSAV qui s'est tenu le 9 décembre dernier. Donc, pour rappel, dans une zone de vaccination où il n'y a pas eu de foyer, les mouvements au sein de cette zone, intrazone, sont autorisés. Néanmoins, c'est pour sortir de cette zone que beaucoup de critères s'appliquent. Donc, on a des critères. Alors, pour sortir en abattoir, en zone indemne, cela reste possible. En revanche, pour d'autres motifs que l'abattage, pour l'élevage, pour être commercé dans le reste de la zone indemne française, il y a des conditions, notamment de vaccination des animaux qui sortent et d'immunité
totale obtenue de la zone. Donc, cela veut dire qu'un animal ne peut pas sortir d'une zone de vaccination pour aller en France tant qu'il n'y a pas une immunité qui s'est installée dans la zone de vaccination et que l'élevage d'origine n'a pas aussi été vacciné. Donc, on a certaines règles qui font que les mouvements depuis la zone de vaccination restent très encadrés et encadrés notamment par l'obligation vaccinale. Et ça, c'est pour la zone indemne française. Et il y a aussi toute la question de comment commercer à partir d'une zone de vaccination vers le reste des pays tiers, mais également les États membres, puisque la question qui se pose la plupart du temps, c'est comment préserver nos exportations, nos mouvements vers l'Italie et l'Espagne, qui sont nos principaux clients. Depuis une zone de vaccination, il faut néanmoins l'accord de l'État membre. Ce n'est pas suffisant d'être vacciné ou d'avoir l'immunité de la zone. Il y a différents critères que vous pouvez voir qui sont assez techniques, qui sont contraignants. Mais au-delà de tous ces critères, il faut déjà que l'État membre en soit d'accord. Il faut un accord explicite. Ce n'est pas le cas pour toutes les maladies. Pour certaines maladies, il suffit de respecter certains critères. L'État membre doit accepter vos animaux si vous respectez le critère. Dans le cas de la dermatose nodulaire contagieuse, on doit demander l'autorisation expresse de l'État membre qui peut tout à fait refuser et dire que tant qu'on n'a pas recouvert un statut indemne, eh bien, ils n'accepteront pas nos animaux. Donc, on est obligé de faire une négociation de gré à gré avec chaque État membre pour pouvoir obtenir d'eux qu'ils acceptent nos animaux. Donc, on a un corpus réglementaire sur lequel on a des critères sur lesquels se baser pour ouvrir nos négociations. Et l'État membre a tout loisir aussi de rajouter d'autres critères. Il peut nous dire, d'accord, je prendrai vos animaux sous les critères que vous voyez à l'écran. Et en plus, je vais ajouter une analyse en plus ou un examen en plus. Il peut y avoir différents critères ou une quarantaine. Chaque État membre est en droit de nous imposer des critères supplémentaires puisque c'est possible en droit. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important à rappeler que pour pouvoir sortir d'une zone de vaccination vers un État membre et a fortiori encore plus vers un pays tiers, on est dans une situation de négociation de gré à gré et l'État membre peut aussi à tout moment retirer son accord en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Donc, c'est vraiment un point qui est très important à peser dans la balance sur le fait ou non d'élargir la vaccination très largement sur le territoire, puisque cela nécessiterait de devoir respecter les critères qui s'affichent à l'écran. Et comme vous le voyez, il faut être vacciné depuis au moins 60 jours, donc ça emporte des conséquences longues en termes de délai avant envoi. Et en plus, ça ne préjuge pas du fait que l'État membre est d'accord ou pas, in fine, pour accepter nos animaux. Et je pense que c'est un élément qui est vraiment très important pour éclairer la décision ensuite de savoir si il faut ou pas partir plus largement sur une vaccination de l'ensemble du territoire au vu des critères qui s'appliquent quand on souhaite par la suite exporter vers le reste des États membres, sachant que pour rappel, pour pouvoir à nouveau récupérer le statut indemne de DNC dans une zone de vaccination, il faut attendre un délai de 8 mois après la fin de la vaccination dans la zone, puisque nous sommes dans une zone sans foyer. Une zone sans foyer, pour pouvoir redevenir indemne, elle ne peut redevenir indemne que 8 mois après la dernière vaccination, ce qui emporte donc un délai assez conséquent pour pouvoir retrouver ce statut initial. Et la dernière vaccination, c'est quoi en pourcentage pour préciser les choses? C'est le dernier animal vacciné. Et si on n'a que la moitié des animaux vaccinés? Alors, il faut avoir atteint une immunité de la zone, donc avoir dépassé les 75% d'animaux vaccinés, et le compteur, le chronomètre, si vous voulez, se déclenche au dernier animal vacciné. Pour atteindre 75% des animaux vaccinés. On atteint 75% à partir du moment où on a, et ça c'est un sujet, il faut l'avoir atteint pour pouvoir dire qu'on a atteint l'immunité. Et ensuite, pour pouvoir redevenir indemne, il faut avoir cessé la vaccination depuis 8 mois. Et donc, j'en viens à, je voulais faire un petit focus sur Italie et Suisse, puisque nous avons obtenu, alors là, c'est pour la zone vaccinale qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, donc la zone bleue que je vous ai montrée, qui est un petit peu différente, puisque c'est une zone vaccinale qui a été mise en œuvre après des foyers. Donc, il y a quelques petites nuances, mais cela reste dans l'esprit assez similaire à une zone de vaccination.
Et donc, je voulais vous parler des conditions dans lesquelles on peut reprendre les départs vers la Suisse et l'Italie. Donc, comme vous le voyez, il y a aussi différents critères à respecter. Et en premier lieu, l'autorisation expresse des États membres, ça c'est bien rappelé. Donc, on l'a obtenu pour l'Italie, on l'a obtenu pour la Suisse, pour ce qui concerne la zone Auvergne-Rhône-Alpes. Cette discussion-là a porté sur cette zone-là. Sur cette zone-là, ces deux États nous ont marqué leur accord. Nous sommes toujours en négociation avec l'Espagne. L'Espagne, pour le moment, n'a pas marqué d'accord pour pouvoir accueillir des animaux de la zone vaccinale d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a eu l'accord de l'Italie et de la Suisse. Donc, il est possible de reprendre nos exportations vers ces deux destinations avec les critères que vous voyez à l'écran et des conditions additionnelles. Parce que, comme je vous disais, les pays peuvent nous imposer des critères supplémentaires et c'est ce que nous ont demandé nos partenaires suisses et italiens. Donc, on a des critères supplémentaires à respecter pour pouvoir exporter vers ces deux destinations. Je vous montre la carte donc, de cette zone vaccinale que nous avons mis en place en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous pouvez voir que c'était cette zone bleu clair que vous voyez sur la carte de France tout à l'heure de façon un peu dézoomée. Là, en zoomant, vous voyez le bleu et vous voyez des parties vertes. Les parties vertes sont celles qui peuvent exporter d'ores et déjà vers l'Italie et la Suisse depuis le 8 décembre, depuis que nous avons eu l'accord. Et au fur et à mesure, le vert va remonter et va recouvrir complètement le bleu. Pourquoi l'intégralité de la zone bleue ne peut pas exporter à date? Dans les critères que je vous ai montrés sur la diapo précédente, il y a différents critères et notamment un qui est de dire que ne peuvent exporter des élevages pour lesquels, dans les 50 km tout autour, les élevages ont été également vaccinés. Donc, on a des notions de regroupement de zones de vaccination, parce que certaines, dans ces zones-là, c'était plusieurs zones réglementées. La vaccination n'a pas commencé au même moment, ce qui est logique, puisque les foyers n'avaient pas été diagnostiqués au même moment. Et par conséquent, on ne peut pas les libérer. Ils ne remplissent pas l'ensemble des critères attendus par nos partenaires italiens et suisses au même moment. Donc, au 8 décembre, seules les zones vertes étaient compatibles avec les critères que nous ont imposés nos partenaires suisses et italiens. Et progressivement, à partir du 20 décembre, du 1er janvier, du 15 janvier, on a différentes dates où la zone verte va augmenter et de plus en plus de communes vont être libérées et vont pouvoir reprendre le commerce avec l'Italie et la Suisse. Et donc ça, ce sont les conditions qui ont été acceptées par l'Italie et la Suisse pour cette zone de vaccination en Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour d'autres zones de vaccination, ça fera l'objet de discussions de gré à gré, encore une fois, avec nos partenaires. Et là, on vous rappelait simplement, ou vous pouvez remettre la diapo, merci beaucoup. Et là, on vous rappelait simplement les conditions additionnelles où on a, par exemple, les Italiens nous demandent un test PCR, les Suisses nous demandent une désinsectisation supplémentaire. Bref, pour vous montrer qu'il y a un ensemble de corpus de critères qui nous sont demandés par les États membres et que ce n'est pas aussi simple que d'appliquer le texte. On a besoin aussi de l'accord express des États. Ensuite, simplement en 3 mots, je voulais vous parler de la situation en Espagne et ensuite en Italie. En Espagne, simplement, vous voyez, on a eu des foyers qui sont apparus en Catalogne début octobre, avant que nous ayons nos propres foyers dans les Pyrénées orientales. Vous voyez avec un taux de vaccination qui couvre l'immunité collective, on est à plus de 75%. Ils ont mis en place les 3 piliers, comme je vous le disais. Et la situation, pour l'heure, depuis octobre, ils n'ont pas déclaré de nouveaux foyers. Ça, c'est pour l'Espagne. Ensuite, pour l'Italie, on a eu des foyers uniquement en Sardaigne, sauf un en Lombardie, mais qui était lié à la Sardaigne. C'était un envoi depuis la Sardaigne avant que l'élevage soit diagnostiqué. Donc, ils ont retracé très vite, ils ont dépeuplé l'élevage en Lombardie et ça a permis à la situation de ne pas prospérer en Italie continentale. En Sardaigne, vaccination, dépeuplement et limitation des mouvements qui fait que, à date, ils sont aussi une situation pour l'heure qui est plutôt stable dans cette région. Et enfin, le reste du monde, parce que j'ai beaucoup parlé de l'Union européenne, le reste du monde, on a plusieurs sujets. Déjà, on a beaucoup de pays qui ne reconnaissent pas la régionalisation, qui estiment qu'à partir du moment où on a un foyer d'une maladie, le pays perd totalement son statut indemne et ils ne veulent plus d'animaux ou de produits en provenance du pays. Donc, par exemple, il y a des pays, je vais prendre l'exemple du Maroc. Le Maroc ne reconnaît pas notre régionalisation et depuis que le 29 juin, nous ne pouvons plus exporter de bovins vivants au Maroc. Même, je donne un exemple, des bovins qui seraient nés, élevés en Bretagne ne peuvent pas partir au Maroc
pour le simple fait d'avoir eu des foyers de DNC, même très loin, même sans aucun lien épidémiologique avec cette zone-là de France. Donc, l'impact que cela a, c'est que ça nous a fermé des marchés aussi plus globalement pour les pays qui ne reconnaissent pas la régionalisation. Ensuite, on a les pays qui reconnaissent la régionalisation et qui, pour autant, peuvent aller plus ou moins loin dans les embargos qu'ils peuvent nous poser. On a des conditions très strictes d'export pour les pays tiers qui sont liées aux normes internationales. Je pense par exemple aux produits laitiers. On ne peut plus exporter en pays tiers de produits laitiers à base de lait cru. C'est forcément des produits laitiers qui auront été thermisés. Le lait cru n'est pas autorisé à l'export quand on a eu des foyers de DNC. Et en fonction des pays, c'est soit la zone ne peut plus, soit le pays entier, donc toute la France, ne peut plus exporter de produits au lait cru. On a certains pays qui ont mis des embargos sur la viande, sur les cuirs. On a là-dessus une cellule export avec laquelle on travaille au sein de France Agrimaire, où on réunit l'ensemble des parties prenantes pour faire des points réguliers. Et on a différents embargos qui ont été notifiés par des pays. Je pense par exemple à la Chine ou encore à la Corée. Et on a aussi des conditions très strictes d'exportation sur les semences, les embryons. On a beaucoup de pays qui nous ont mis un embargo, beaucoup qui désormais, sinon, nous imposent d'avoir prélevé le matériel génétique avant le mois de mai, voire avant le mois de mars, voire en 2024, et ne veulent pas de matériel génétique de 2025. Donc, pour l'ensemble de la France. Donc, ça implique beaucoup de conditions et de critères assez stricts depuis qu'on a eu les foyers. Certains de ces pays tiers appliquent les mêmes conditions sur des zones vaccinales. Donc, ce sont l'ensemble de ces points font partie des négociations que nous avons avec les pays tiers pour voir comment lever progressivement les embargos, mais c'était pour attirer votre attention sur le fait que cela a des conséquences, le fait que désormais nous ne soyons plus indemnes de dermatose nodulaire contagieuse aux yeux du monde, puisque ça impacte notre commerce et pas uniquement sur la zone concernée, mais également plus largement du fait que de nombreux pays ne reconnaissent pas la régionalisation. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions, mais je vais juste me permettre de citer un commentaire. C'est Rémi Jousserand qui nous dit, pour appuyer ce que vous dites, que dans la Loire qui n'est pas concernée, la partie qui n'est pas concernée par les restrictions, pour autant, les ventes ont beaucoup ralenti de broutards et les prix se sont fortement dégradés. Voilà. Alors, je propose juste de donner la parole à Thierry. Et après, merci aux intervenants de rester, parce qu'on a beaucoup de questions qui sont arrivées, à la fois très techniques pour messieurs Hendrix et Cardinal, et puis plus économiques autour des sujets évoqués. Thierry, je vous donne la parole pour peut-être essayer de regarder l'impact économique, même si on ne peut pas chiffrer les choses nécessairement à date. Merci Sébastien. Alors je ne sais pas si le diapo va arriver, sans doute que oui. Ils sont en train de l'afficher. Ça va Parfait. prendre quelques secondes. Si vous êtes patient, C'est moi. pas de problème. Alors déjà, je voudrais quand même formuler un propos parce que j'ai écouté attentivement les interventions précédentes et en particulier celle de Madame Le Gall qui était tout à fait avec un contenu extrêmement riche, mais qui me conduit à dire que ça ne va pas faciliter la tâche des économistes pour mesurer, étant donné l'extrême variété des positions, des règlements et des conditions additionnelles. Donc voilà, ça ne va pas être simple, on va essayer de suivre ça quand même. Bon, alors, pour commencer, mais il y a déjà des choses que vous connaissez. Les premiers calculs s'orientent plutôt vers des comparaisons avec l'année 2024, et c'est en particulier le cas sur le dénombrement des mouvements de broutards et de veaux. Et il y a donc une comparaison qui est extrêmement compliquée à faire et qui n'a pas pu être effectuée sur 2025. Le décompte du ministère de l'Agriculture, donc 3000 animaux abattus avec de l'indemnisation à la clé. Et puis le débat autour de la valeur marchande objective, Madame la ministre est revenue sur ce thème et elle a répondu aux questions en particulier sur la prise en compte d'un certain nombre d'éléments. Alors, les estimations de nos collègues de la Chambre Savoie-Mont-Blanc estiment que l'amoindrissement de la productivité du cheptel, notamment en lait, durant l'épidémie, n'est pas prise en compte et qu'elle devrait l'être. Ensuite, l'autre question qui se pose, c'est de savoir quelle va être
la vitesse de reconstitution d'un cheptel. Alors l'exemple de la Savoie montre que ça peut être assez rapide, tout dépend peut-être des exploitations. Et puis évidemment, la grande question qui vient d'être évoquée par Madame Le Gall, c'est la fermeture du marché, avec les conséquences sur les mouvements d'animaux vivants en particulier, puisque c'est notre grand avantage comparatif. Donc voilà, il y a un certain nombre de questions. Alors, je voudrais juste rappeler un point. Alors, je pense qu'on n'a pas mis le bon diapo parce qu'il a été un petit peu raccourci, donc on peut passer à la diapo suivante. Voilà, cette DNC, elle intervient à un moment un peu particulier, puisque quand on regarde les indicateurs de résultats, et en particulier le résultat courant avant impôt par actif non salarié, on s'aperçoit que sur l'année 2024 par rapport à 2023, bovin lait et bovin viande avaient plutôt un revenu courant avant impôt bien orienté, puisqu'il était positif, et ça contrastait avec les autres orientations technico-économiques, à l'exception des bovins mixtes, et que l'année dernière, en 2023 par rapport à 2022, bovin viande et bovin lait étaient les deux filières qui avaient connu l'affaiblissement de leur revenu courant avant impôt le plus faible comparativement aux autres OTEX. Alors ensuite, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, il y a là aussi, on peut passer. Je pense qu'il y a eu petit confusion sur les versions. On peut y aller et voilà, on s'arrête là. Alors, il y avait des commentaires bon, je vais développer oralement. Donc, j'ai remis sur les graphiques les cotations de gros bovins et de veaux de boucherie sur les années précédentes et sur les 9 mois de l'année 2025. Donc, il y a clairement une orientation à la hausse, comme tout le monde le sait, et c'est évidemment imputable à la contraction de l'offre sur le territoire national dans ces productions-là. Et puis sur le lait de vache, évidemment, là aussi, il y avait un indice des prix à la production qui était particulièrement orienté à la hausse, avec de surcroît un indice des moyens de production qui était plutôt favorable également. Donc la marge, l'indice de marge était plutôt bien orienté depuis maintenant quelques années. Donc il y a un certain nombre de phénomènes à anticiper. Déjà, pour l'économie, la question quand même de l'impact de cette DNC sur la valeur du capital. Est-ce qu'il n'y aura pas un processus de dépréciation ou de dévalorisation du capital? Ensuite, si on s'oriente vers une fermeture totale ou partielle des marchés et avec baisse des mouvements d'animaux, la question va être de savoir comment le marché va se comporter, comment il va réagir, est-ce qu'il y aura des diminutions de prix avec un effondrement faute de débouchés ou au contraire, l'effet sera inverse, le fait qu'il y ait une contraction de l'offre particulièrement forte entraînera une hausse de prix. Alors ce point est important parce que je crois qu'il ne faut pas négliger dans cet aspect-là le problème de la consommation. Et dans le prolongement de ce que j'ai dit sur les indicateurs de résultats, on voit bien que depuis le début de l'année 2025, à la faveur de la très très forte poussée des prix de la viande bovine, on observe quand même un recul de la consommation des ménages de moins 3,2% depuis le début de l'année. Alors il y a un effet prix, mais il faut aussi donc anticiper avec l'épidémie de DNC. Est-ce qu'il n'y aura pas une méfiance de la part des consommateurs pour consommer de la viande bovine et consommer des produits laitiers? Donc ça, c'est quelque chose qui peut provoquer un effet un peu boule de neige entre la maladie elle-même, les conséquences économiques et l'attitude des consommateurs. Donc après, il faudra regarder toujours dans ce registre, vaccination généralisée ou pas, et les effets que ça peut avoir. Ça a été évoqué par Madame Le Gall sur les mouvements d'animaux à la fois sur le territoire national, mais aussi à l'exportation. Et quand on regarde le commerce extérieur, toujours sur 9 mois de l'année 2025, alors outre le fait que le commerce extérieur de viande bovine, c'est-à-dire transformé et structurellement déficitaire, mais sur les broutards, c'est un petit peu
ennuyeux cette DNC parce qu'il y avait eu quand même un redressement sur l'année 2025 qui n'est pas terminé pour le coup, et c'est pour ça qu'il faudra observer attentivement l'évolution sur les 3 derniers mois à la faveur de cette épidémie. Et c'est dommage parce qu'il y avait eu un redressement de 1,3% après 3 années de baisse des exportations de Broutard et que le solde était relativement confortable en 2024 avec 1,7 milliard d'euros. Ensuite, sur les produits laitiers, là aussi, c'est assez. On peut passer la voilà, merci. On peut observer ça et il faudra poursuivre les investigations et chiffrer les conséquences, mais il a été évoqué dans les premiers exposés les conséquences sur la lactation. Donc il faut avoir un œil très, très régulier sur les productions de poudre notamment et de fromage et regarder par la suite, en fonction de ce que nous a indiqué Madame Le Gall, les impacts sur les exportations, sur les exportations sur les 9 mois de l'année 2025, on est en fromage à moins 28% par rapport à 2024 et sur les poudres à moins 34%. Et on voit bien que sur l'évolution des profils des courbes, sur le graphique, il y a quand même une tendance assez générale à la baisse. Donc cette épidémie oblige à envisager des investigations assez rapidement pour essayer de voir comment va se comporter à la fois la production, mais aussi les courants d'échange, sachant que sur les produits laitiers notamment, c'est quand même le 3e excédent de notre balance commerciale. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Merci. Alors, merci à vous quatre. Donc, on a pas mal de questions. J'ai essayé de les regrouper. Voilà. Les premières sont autour de la compréhension de ce qui s'est passé dans les Balkans. Quelle a été la politique dans les Balkans? Est-ce qu'il y avait abattage ou pas? Est-ce qu'il y a eu des cas de maladies une fois la vaccination couverte depuis plusieurs mois? Et puis, est-ce qu'on a une idée, au-delà du nombre de foyers, de combien d'animaux ont été abattus dans les Balkans sur l'ensemble de la période? Donc, voilà déjà les 3 premières questions sur la partie Balkans. Je ne sais pas lequel de vous deux peut répondre. Bon, alors, je vais assumer les diapos Balkans, et puis mes collègues Compléterai en compléteront. cas, Pascal. Merci. Oui, donc quelle politique Bulgarie et Grèce, hein, qui sont deux pays importants de cette zone, ont adopté la politique d'abattage total et de vaccination. Et donc là-dessus, il n'y a pas de y a pas de doute possible. On peut voir d'ailleurs que en Bulgarie, ça a été notablement efficace parce qu'ils avaient des foyers dans l'ensemble du pays, ce qui a expliqué la raison pour laquelle ils ont vacciné l'ensemble du pays. Parce que souvent vient la question de dire, dans les Balkans, ils ont vacciné tout le pays, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil? La Bulgarie était d'emblée touchée sur l'ensemble du territoire. Donc voilà sur la politique. Est-ce qu'il y a eu des résurgences? Oui. On a analysé un cas de résurgence notamment en Grèce, qui en deuxième année ont eu une résurgence dans une zone vaccinée. Et il s'est avéré que c'était une zone qui était insuffisamment vaccinée, c'est-à-dire que les taux de vaccination étaient pas les bons, hein. Ils étaient inférieurs en tout cas à ce qui a été obtenu dans le reste du pays. Et donc c'est dans cette zone-là en tout cas qu'il y a eu des résurgences. Donc l'explication pourquoi cette résurgence, ce qui nous a été dit, c'est que vraisemblablement, il y a pu y avoir maintien d'une circulation à bas bruit au sein d'animaux qui n'avaient pas été vaccinés. À bas bruit, c'est-à-dire sans forcément beaucoup de symptômes ou les symptômes légers. Et la survie au cours de l'hiver grâce aux stomox qui restent dans les élevages, et donc le maintien de la maladie. Sur la 3e question, je n'ai pas la réponse sur le nombre d'animaux abattus ou morts.
rapport. Alors, c'est pas pour me dédouaner sur cette non-réponse, mais je trouve personnellement que les Balkans sont pas très documentés en termes de chiffres. On retombe toujours un peu C'est quoi sur la les mêmes question? cartes, sur les mêmes chiffres, mais on a peu de choses assez précises. C'est un petit peu frustrant en termes d'analyse. Oui. C'était pas la question, c'est ça, le nombre d'animaux? Si, c'était ça. Oui, voilà. Oui, mais j'ai pas la Voilà, réponse. ok. Voilà. Alors après des Je vais- questions, je te- oui. pardon, allez-y. Oui, Eric, oui. Non, non, vas-y, allez. C'est bon. Non, en termes de, effectivement, on voit vraiment une différence, hein. D'un côté, Grèce, Bulgarie, qui ont fait exactement ce qui est fait aujourd'hui en Italie, en France, en Espagne, par rapport à ce qui a été fait ailleurs, et notamment l'Albanie, comme vous l'a expliqué Pascal, où il y a eu beaucoup de tâtonnements au départ et qui fait qu'il y a eu beaucoup de foyers, effectivement. Et donc, lorsqu'il il y a eu vaccination, soit la vaccination, comme en Croatie, elle a été d'emblée totale, alors qu'il n'y a jamais eu de cas, hein, mais d'emblée totale avec un niveau de vaccination supérieur à 75%. Sinon, effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc, la vaccination, si elle est menée, il faut qu'elle soit vraiment efficace avec un taux de couverture vaccinale de plus de 75%. Et sur les abattages, je vais essayer parce que j'avais des chiffres, mais effectivement, comme dit Pascal, il n'y a pas beaucoup de documentation et on ne sait pas si c'est à terme ou pas. Donc, je vous donnerai les informations lorsqu'elles seront sûres, surtout. Alors après, j'ai trois Pardon, excusez-moi, questions. Monsieur le Président, Pardon, juste pardon, un pardon. Oui, petit. oui. Je me permets parce que grâce à ce que tu viens de dire, Eric, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec les collègues croates qui me disaient quand on a commencé les premiers cas ici de DNC, m'ont dit que eux, leur souvenir le plus douloureux, ça avait été de récupérer les marchés à l'export pour les produits laitiers. Ils m'ont dit pour certaines destinations, on a 3 ans après, on avait encore des difficultés, des doutes, des questionnements de la part des pays. Donc c'était juste pour vous témoigner de cela. Lors d'une conversation avec les collègues croates, ils m'avaient dit que ça avait créé des problèmes qu'ils ont dû régler après pendant de longs mois, voire années. Alors qu'ils n'ont eu aucun foyer, eux. Ok, C'est ça. merci de me C'est ça. rassurer. Après, j'avais trois questions un peu plus techniques, pas liées au Balkan, mais liées à la situation chez nous. La première, c'est lorsque l'immunité du troupeau est atteinte et qu'on a un foyer de dermatose, j'allais dire sauvage, qui arrive, faut-il continuer à abattre l'intégralité du troupeau? La deuxième question sur l'abattage serait-il possible de faire un abattage à l'abattoir plutôt que chez l'éleveur pour limiter, entre autres, le stress, comme c'est fait pour la tuberculose? Et puis le troisième point, c'est est-ce que des études épidémiologiques sont en cours pour comprendre tous ces cas d'infestation un peu éloignés les uns des autres? Je ne sais pas qui veut répondre sur ces Peut-être trois points-là. Marie-Christine, non? Marie-Christine, je pense qu'elle est plus adaptée à ce genre de. Puisqu'il s'agit de gestion, donc. Merci. Et puis, je vous laisserai aussi, messieurs, pour reprendre. Je vais prendre dans l'ordre inverse vos questions, Monsieur le Président. Je vais commencer par les enquêtes. Donc, nous avons des enquêtes qui sont en cours, effectivement, et pour l'heure, nous n'avons pas encore de réponse à toutes les questions, effectivement, et je comprends que ça puisse avoir un côté déceptif. On en parle beaucoup avec tous les acteurs de l'élevage, puisque nous souhaiterions tous collectivement avoir les réponses. Ça permettrait aussi de pouvoir faire taire certains bruits, certaines fausses rumeurs, certains stress aussi pour les éleveurs. Donc, pour l'heure, je peux pas. Je sais je peux vous dire qu'il y a des enquêtes qui sont en cours, des recherches sur différents mouvements qui ont pu avoir lieu, mais ça reste une quête qui est assez difficile puisque par essence, ce sont des choses qui n'ont pas été déclarées et donc sur lesquelles il y a des recherches intensives qui sont faites. Sur l'abattage à l'abattoir, le souci qui est posé par la maladie, par la DNC, et là-dessus, Eric et Pascal pourront compléter, c'est que nous sommes face à une maladie qui se transmet par des vecteurs. Et donc, il ne faut surtout pas déplacer les animaux qui sont porteurs du virus. Donc, même les déplacer à l'abattoir, ça pourrait mettre en péril sur le chemin de l'abattoir l'ensemble des autres élevages qui pourraient être sur le chemin des animaux. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'un animal vivant dont on sait qu'il est porteur de la DNC, malheureusement, l'objectif premier, c'est de surtout pas le déplacer puisque son mouvement pourrait entraîner
d'autres contaminations. Donc, on ne peut pas, à l'instar d'autres maladies, comme on peut le faire effectivement sur d'autres maladies, emmener les animaux à l'abattoir. On comprend bien tout l'enjeu que ça la pose de devoir rester sur la ferme, mais malheureusement, on ne peut pas bouger les animaux pour des raisons de diffusion de la maladie. Et la Ce que j'ai question de compris, c'est qu'un animal mort, pour le coup, n'était plus piqué par les vecteurs, et donc lui, une fois qu'il est refroidi, ne présentait plus de C'est ça. risque. Tout à fait. Effectivement, il n'y a pas de danger sur il y a eu beaucoup de questions sur les équarrissages. Là, on est dans une autre situation puisque le sang ne circule plus dans l'animal. Donc, effectivement, on n'est plus dans la même configuration et dans le même risque de diffusion du virus. Et sur l'abattage, pour l'immunité, jusqu'à présent, on a toujours eu des situations où on a eu des animaux, quand on a eu des animaux vaccinés et on a malheureusement eu des foyers chez ces animaux, en faisant notre enquête épidémiologique, on a toujours réussi à dater le fait qu'ils sont tombés malades avant que l'immunité s'installe. Et on en revient au problème qui a été soulevé, à la question soulevée par Eric, sur le fait de comment faire ensuite pour déterminer au sein du troupeau, au sein de l'unité épidémiologique, quel animal est porteur et quel animal ne l'est pas, puisqu'on ne peut pas le déterminer. Et c'est tout l'enjeu après que l'on fait de déterminer un foyer, une unité épidémiologique au plus près. L'idée n'est pas de faire l'abattage de l'ensemble du cheptel qui appartient à l'éleveur, ça n'aurait pas de sens épidémiologiquement. On veut vraiment, on épargne les animaux que l'on peut épargner, on abat uniquement les animaux de l'unité épidémiologique, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment en lien, ceux qui sont vraiment ensemble et où on a un risque avéré d'avoir un animal porteur dans le lot, mais on n'abat pas l'ensemble du cheptel de l'éleveur. Et je pense que c'est vraiment important de le répéter, puisque c'est ce que nous avons appliqué depuis le début en matière de gestion pour cette crise. Donc, je ne sais pas si Eric, Pascal voulait compléter de façon plus scientifique mes propos. Je vais juste. Et peut-être pour comprendre, et vous pourrez compléter, du coup, sur les 113 foyers détectés, combien de foyers ont été détectés post-immunité vaccinatoire, c'est-à-dire après les 21 jours? Est-ce que ça reste important ou est-ce que c'est très faible? En tout cas, aucun de ces foyers n'était valablement protégé au moment de son infection. Hein, aucun. Et c'est ça qui est encourageant. Hein, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, notamment dans les Savoies, on s'attendait à voir potentiellement ce genre de situation parce qu'il y a des trous dans la raquette et il s'avère que ça ne s'est pas produit. Donc c'est ce qui nous encourage aussi sur l'efficacité de la vaccination et sur le fait que on espère que cette situation ne se produira pas, mais sur 113 foyers, elle ne s'est pas produite. Et Je c'est ce te qu'a rejoins, Pascal, ce que présenté. je voulais te dire. Tout à fait. Ouais. C'est ce qu'a présenté Pascal sur ces schémas. Vous avez vu qu'effectivement, si on avait une bonne immunité de troupeau, et c'est pour ça qu'on insiste sur la nécessité d'avoir un taux de couverture vaccinale supérieur à 75%, c'est bien effectivement que même avec de la pression virale, on ait un minimum d'incidents de ce type-là. Mais clairement, jusqu'à présent, tous les cas qui ont été effectivement identifiés avec un process de vaccination, ce sont ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir une contamination qui s'est faite sans doute autour de la vaccination. Et en raison de l'incubation qui peut être plus courte que la mise en place, le temps de mise en place des anticorps, eh bien, effectivement, un développement de la maladie, alors que la vaccination n'a pas pu faire son œuvre et nous n'avons pas les anticorps protecteurs, effectivement, pour protéger contre la maladie. Donc, on est vraiment dans des situations où on a une infection qui se fait au moment de la vaccination ou autour de la vaccination. Et on a eu Alors, une inquiétude avec le foyer du Doubs, puisque on a beaucoup parlé de ce foyer-là, où la vaccination a été faite depuis, je crois, 5 semaines quand le foyer a été déclaré. Et lorsque l'enquête a été faite et que les animaux ont été inspectés, eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, des animaux présentaient des lésions anciennes de plus de 3 semaines, ce qui fait que ce cheptel-là s'était infecté avant l'acquisition de l'immunité. Donc, Parce qu'on est capable de dater les lésions et de dater les nodules. ok. Donc, c'est pour ça que c'est important de le mentionner. Ok. Alors, après des questions sur la suite ou l'avenir, quelle stratégie nationale si on a éradiqué la maladie pour se protéger demain? Et une question assez similaire des Outre-mer, comment protège-t-on les départements d'Outre-mer qui ne sont pas infectés à date de contamination
Et puis j'ai encore 2 questions après, voilà, pour terminer. Sur la stratégie, ce que je peux en dire et c'est ce que la ministre a rappelé, notre objectif reste bien d'éradiquer la maladie au plus vite, donc de s'assurer qu'on n'aura pas de résurgence. Et aussi de s'assurer qu'elle ne reviendra pas, qu'une fois qu'on l'aura éradiquée, ce sera une bonne fois pour toutes, et aussi de réinstaurer un climat, les conditions de la confiance avec nos partenaires commerciaux. Il y a l'ensemble de ces données-là à prendre en compte. Et donc sur la stratégie pour l'avenir, c'est ce qui a été évoqué lors du CNOPSAV du 9 décembre, donc les différentes options qui sont sur la table concernant la vaccination, sur le fait de la poursuivre ou pas et à quelle échelle la mettre en œuvre. Et ça, Madame la Ministre a soumis au CNOPSAV ces questions, cette concertation, et doit revenir vers les membres du CNOPSAV à ce sujet. Donc, c'est ce que je peux vous en dire sur ce point, sur la stratégie à développer pour l'heure. Avec tout ce qu'on a rappelé, vous avez rappelé, que Thierry a rappelé, c'est-à-dire toutes les incertitudes ou le risque économique sur le sujet. J'ai 2 dernières questions. Une pour Madame Le Gall, c'est quelle est la situation des pays Amérique du Nord et Amérique du Sud par rapport aux importations potentielles d'animaux et aux liens commerciaux. Et puis, un dernier point qui était posé par un technique, voilà, est-il utile d'équiper les véhicules des agriculteurs, des conseillers d'autocollants insecticides dans les zones concernées? Alors pour répondre en tout cas à la question sur la zone des Amériques, sur l'importation, on a par exemple un embargo qui nous a été posé par le Canada sur les produits laitiers au lait cru. Donc on sent ils ont une fébrilité sur la DNC parce qu'ils ont, eux, leur sujet. Alors je vais parler plutôt d'Amérique du Nord. Ils ont un ver, alors je me souviens plus du terme, peut-être que Eric pourra le savoir en français, le screwworm. Ils ont une maladie, une parasitose qui est en train de taper très fort sur leur cheptel et qui les occupe beaucoup. Et qui est aussi en Amérique du Sud. Et eux, c'est vraiment leur danger, c'est vraiment ce qu'ils voient remonter depuis l'Amérique du Sud et ce qui les inquiète très très fort en Amérique du Nord. Donc ils n'ont pas envie d'avoir en plus la DNC. Donc ils sont là-dessus très très prudents, en tout cas en matière de négociation, parce que eux, pour le moment, leur sujet, c'est de regarder leur frontière sud et de voir cette maladie parasitaire qui remonte, plus les sujets qu'ils ont sur l'influenza, eux aussi, à gérer dans leur troupeau laitier. Donc vraiment, ils n'ont pas envie d'avoir une maladie des bovins supplémentaire. Donc ils sont très 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 prudents avec nous à ce sujet. C'est la Lucie Bouchère, je crois, non? C'est ça? Et, Voilà. stratégie de C'est ça. désinsectisation des véhicules, C'est ça. du coup, puisqu'en fait, au-delà de l'autocollant, la question était qu'est-ce qu'il faut faire en termes de désinsectisation des véhicules, notamment pour nos conseillers qui se déplacent dans ces zones-là. Ouais, je sais pas, je pense que prendre un minimum de précautions, c'est forcément important. On a parlé de biosécurité, donc les mesures de biosécurité de base sont intéressantes et importantes, donc les insectes en font partie. Après, moi, j'ai jamais beaucoup cru à la théorie du stomox tout seul, piégé dans une voiture et qui va faire 100 km et qui va réinfecter un élevage, parce qu'on sent bien qu'il faut une pression virale suffisante et donc un nombre d'insectes suffisant qui piquent un animal pour donner l'infection. Donc, il ne faut pas non plus surreprésenter ce risque-là. Et par rapport aux Outre-mer, la question qui était posée tout à l'heure, le risque, c'est l'introduction. Donc, il y a des départements qui sont dans des zones très variables. Donc, attention à ce qu'ils introduisent. Forcément, c'est de là que vient le risque. Hein, et c'est le risque du mouvement. Donc, c'est l'élément important qu'on peut signaler. Donc la désinsectisation, vous avez vu, hein, ça fait partie des mesures de lutte. Et ça, c'est vraiment très important, effectivement, à l'indiquer. Et ça fait partie des règles de biosécurité, comme l'a précisé Pascal. Et puis, on avait une dernière Pardon, question Marie-Christine, sur les chevaux. Quelles mesures à prendre sur les chevaux et le transport des chevaux et le risque de déplacement de la maladie par rapport aux chevaux? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire? Et je pense là-dessus, je rejoindrai, et ça fait lien avec ce que vient de dire Pascal sur la désinsectisation, où
où, pour le coup, prendre des mesures de biosécurité, c'est jamais une mauvaise idée, mais on ne croit quand même pas à l'impact si fort que ça du Stomox isolé, et ça avait été bien rappelé par l'ANSES en son temps. Pour aussi, sur les chevaux, c'est vrai que la question, il y avait eu une forte inquiétude à ce sujet. On le voit bien, on voit sur les sauts qui ont été faits par la maladie que de la même façon, l'impact du cheval, et ça avait été aussi documenté par l'ANSES, est négligeable, et ce n'est pas un vecteur de transmission de la maladie. Et je pense que l'expérience nous le montre bien, nous montre bien aussi la situation qui s'est passée en Savoie. S'il y avait une forte inquiétude, on était l'été, il y avait des centres équestres, et on a bien vu que ce n'a pas été dispersé, il n'y a pas eu de lien établi. Et quand on voit comment la maladie maintenant évolue, je pense qu'on peut d'autant plus maintenant avec les données qu'on a, enfin je parle sous le contrôle de Pascal et Eric, dire que l'impact du cheval n'entre pas en ligne de compte. Oui, je confirme, Je hein, pense qu'on a fait. Pardon. alors qu'en Savoie, au départ, il y a bien eu des insectisations, effectivement, même des moyens de transport pour les chevaux. Il a été insisté sur cette mesure au départ, sachant que le cheval n'est pas du tout un réservoir, hein, de ce virus. Et de fait que, comme l'a précisé Marie-Christine, avec le recul que l'on a sur la région Aura, on n'a eu aucun cas lié à un éventuel transport par les chevaux. Merci à toutes et tous. Juste peut-être pour terminer, essayer de résumer un peu ce qui nous a été dit. D'abord, se dire que dans cette période-là, il est important qu'on garde la tête froide et que on analyse les choses avant des prises de décision et en tout cas des communications. Je pense qu'au travers de vos présentations et de ce qu'a rappelé la ministre, quand même, on voit bien que la nécessité de maintenir les trois piliers, limitation des mouvements, abattage et vaccination, et de les avoir simultanément, parce qu'un seul de ces piliers qui manquerait viendrait mettre en risque et accentuer fortement le risque de propagation de la maladie. On voit qu'un certain nombre de mesures, ce que j'appellerais la politique suisse ou la zone rose, a été mise en œuvre pour là aussi essayer de limiter le déplacement de la maladie, avec la question du Tarn et de l'Hérault qui permettrait d'étendre cette zone et qui fait encore l'objet de discussions. Mais en tout cas, je veux aussi redire, au travers de ce que vous nous avez présenté, Madame Le Gall, et de ce que Thierry Pouche a pu nous dire, que, attention, le passage à la vaccination totale, au-delà d'avoir à disposition les doses, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, emporterait avec un impact économique probablement, enfin, quasiment impossible à mesurer aujourd'hui, mais quand même probablement très disruptif, à la fois dans une perte de confiance des pays autour de nous parce qu'on n'aurait pas maîtrisé la maladie et que en vaccinant, on perd le statut indep, hein, en vaccinant sur tout le territoire, avec tous les risques de méfiance par rapport aux produits laitiers qui ont été rappelés, de non-commercialisation d'un certain nombre d'animaux vivants, et donc tout l'impact économique que cela pourrait avoir. Et je le redis, la meilleure situation, c'est d'essayer d'éradiquer la maladie, et la meilleure façon d'éviter ce risque économique, c'est d'éradiquer la maladie au plus vite. Et en tout cas, le fait de l'éradiquer sera aussi le signe, et le fait de la maîtriser sera le meilleur signe visible des pays tiers comme des pays européens sur le fait de maintenir du commerce ou de retrouver du commerce pour les zones qui l'auront perdu. Mais en tout cas, la vaccination à toute la France serait un signal quand même qui nous mettrait quand même probablement très très en risque d'un point de vue économique, tant sur les produits laitiers que sur les viandes, et que donc maintenir la stratégie actuelle avec les zones vertes où on vient réglementer les mouvements, où on est en abattage total et où on vaccine, et puis les zones vaccinales, mais limitées en surface pour limiter la propagation de la maladie, sont probablement la meilleure façon de s'en sortir, sur lequel on a tous fait un peu le tour du sujet aujourd'hui. En tout cas, merci de ces éléments. Alors, j'avais deux dernières questions. Est-ce que les documents seront transmis avec votre hacker? On transmettra les documents qui ont été présentés. Je vois les trois personnes hocher de la tête, donc on les transmettra et on mettra la vidéo en ligne au plus vite, aujourd'hui, demain, plutôt demain, mais on mettra la vidéo en ligne pour qu'elle soit accessible et que vous puissiez en réutiliser tout ou partie dans vos interventions locales les uns les autres pour essayer de diffuser ce message.
Donc, merci beaucoup à nos intervenants. Merci à tous ceux qui ont préparé et qui ont organisé la réunion. Et bon courage. Et je rappelle quand même que dans cette période, le rôle des chambres, ça reste d'abord d'accompagner les éleveurs touchés quand ils sont touchés, d'accompagner la vaccination dans les zones où elle se passe et d'accompagner les services de l'État pour que la vaccination se fasse le mieux possible, d'accompagner ensuite tout le sujet du calcul et de l'indemnisation des éleveurs pour aider à faire ces calculs et s'assurer de leur bonne indemnisation. Et puis, ça a été dit par la ministre, la meilleure façon de limiter le coût pour les zones touchées, c'est de redémarrer en production au plus vite. Et c'est important que dans ces zones-là, nos chambres essayent avec un mouvement d'organiser un mouvement de solidarité entre les éleveurs pour à la fois pouvoir organiser un redémarrage des élevages au plus vite quand on est sorti de la crise et dans des coûts qui restent raisonnables pour les éleveurs. Donc merci aussi de vous mobiliser ce dernier point. Et je sais que les chambres d'un certain nombre de zones qui ont été touchées, les Savoies notamment, ont bien œuvré sur l'ensemble de ces points. Et je sais que Cédric est aussi à votre disposition pour partager son expérience. Merci à tous et bon courage et bonne fin de journée. Merci à tous. Merci. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Une bonne Au soirée. revoir.